Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, il y a une femme qui témoignait à la cour aujourd'hui pour expliquer comment elle s'est fait attirer dans la secte des Raéliens avant de se faire agresser sexuellement par un des prêtres de l'ordre, un des prêtres de Raël. On va en parler avec Mme Marie-André Pelland, qui est présidente du conseil d'administration d'InfoSecte et qui est professeure de criminologie. Mme Pelland, bonjour. S'il y a quelque chose qui est vraiment commun presque à toutes les sectes, c'est que le gourou agresse très souvent sexuellement ses membres ou certains de ses membres. Ça arrive souvent, là. On n'a pas de statistiques, mais c'est certain que la violence à caractère sexuel, on voit ça souvent dans la trajectoire de personnes qui sortent, que ça soit par un proche, par le leader ou même par quand il y a dans un groupe où il y a beaucoup d'enfants, par des frères et des sœurs, là. C'est des conduites qu'on observe. Et dans Raël, là, le groupe raélien, on sait qu'il y avait déjà deux journalistes femmes du Journal de Montréal qui avaient infiltré le groupe raélien pendant de nombreux mois. Et ils disaient que il y avait effectivement plusieurs activités sexuelles au sein de la secte. Est-ce que vous, à InfoSecte, vous avez eu vent de ça? Parce qu'il y avait à un moment donné des rumeurs de pédophilie au sein de la secte de Raël. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? C'est certain qu'il y a des gens qui nous ont parlé de ces événements, de la violence à caractère sexuel. Nous, ce qu'on fait quand il y a vraiment un risque réel, on va communiquer l'information aux autorités pour qu'ils enquêtent, parce que c'est notre rôle aussi de protéger les gens. Mais c'est sûr qu'on était au fait qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils revoyaient l'expérience qu'ils ont vécue dans le groupe, ils identifiaient ça comme de la violence sexuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour plusieurs, quand ils sont dans le groupe, ils n'identifient pas ça comme de la violence à caractère sexuel. Ils donnent tout un autre sens. Donc, ça prend aussi un cheminement quand on quitte le groupe avant d'en arriver à cette réalisation-là. C'est ça, parce que eux autres, lorsqu'ils sont dans le groupe, ils disent, tout, au contraire, je me rapproche de mon gourou. Il me choisit entre toutes les femmes qui étaient là, alors que, bien sûr, il a couché avec toutes les autres femmes, mais il ne dit pas. Donc, il me choisit moi. J'ai eu accès à son intimité. Donc, cette femme-là se sent à la limite contente, heureuse. Elle peut penser que c'est sa mission dans le groupe de faire ça. C'est son rôle d'accéder aux demandes du leader. Puis, à l'époque, elle peut y donner tout un sens qui est logique dans le groupe. Puis, ça peut prendre vraiment longtemps avant de se détacher de cette représentation-là puis de dire « Hey, finalement, c'est de la violence sexuelle. » Ça peut prendre une thérapie. Ça peut prendre de longs mois avant de reconnaître tout ça. Et pas seulement dans les sectes, on le sait, dans les religions un peu plus organisées. On l'a vu, et bien sûr, au sein de l'Église catholique, où il y avait des agressions auprès de jeunes enfants, et même auprès de religieuses. Il y a des religieuses qui ont été agressées par des prêtres et qui sont tombées enceintes et qui ont dû donner leur bébé. Donc, ça n'arrive pas seulement dans les sectes marginales, Mme Pelland. Non, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on a une personne dans un groupe qui a un pouvoir particulier, qu'on voit comme grand, différent, ça peut donner lieu à des abus, particulièrement quand le membre, lui, se dit moi, là, je suis prête à tout donner pour être reconnu, avoir une place au paradis, être quelqu'un d'important. Donc, ça peut donner lieu à des dérapages. La question, c'est quand c'est des enfants, ça, c'est une toute autre question, là. Mais il y a quand même un grooming du groupe, des parents, pour que la violence sexuelle soit vue comme un comportement, du moins pendant un temps acceptable, ou un comportement qu'on va cacher, garder sous silence pour protéger le groupe. Les sectes, il me semble que j'associe ça, moi, aux années 70-80, les sectes, il y en avait beaucoup, c'était l'époque du peace and love, puis la libération des mœurs, puis les communes, puis tout ça. C'était, c'était vraiment dans l'esprit des sectes. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui autant qu'avant? C'est difficile de dire en termes de nombre s'il y en a plus ou moins parce qu'on n'a pas de statistiques. Même Statistique Canada nous permet pas de ramasser cette information-là. Puis même à l'international, on n'a pas le donné. Ce qu'on sait toutefois, c'est que le nombre de personnes qui nous demandent de l'aide chaque année au Québec est en augmentation. Puis, ah oui? Il faut comprendre, oui.
Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les sectes ou les groupes qui ont un fonctionnement sectaire, ils se renouvellent. Ils peuvent être plus sur le développement personnel. Donc, ils transforment leur discours pour séduire la population qu'ils ont devant eux. C'est ça, c'est pas des sectes sur une base religieuse, ça va peut-être être développement personnel. Maintenant, on a vu cette femme-là qui avait perdu la vie, était allée voir une femme pour le développement personnel, puis elle disait, il faut que tu te débarrasses de tes toxines, puis ils l'ont comme roulé dans un genre de papier, je sais pas si c'était du papier aluminium ou... ils ont fait subir une chaleur absolument épouvantable, puis la femme est morte. Donc, c'est ça, on est passé de la religion au développement personnel. Écoutez, est-ce que ces gens-là qui partent des sectes, est-ce que c'est pour ça qu'ils créent des sectes? Pour pouvoir justement avoir une influence, un ascendant sexuel, puis pouvoir baiser avec plein de femmes, puis finalement, tout le reste, c'est un prétexte seulement à assouvir eux autres leurs besoins sexuels, puis ça vient de finir? C'est une excellente question parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les chercheurs, ils s'entendent pas pour une réponse. Certains vont dire, oui, certainement, les leaders sont narcissiques, ils ne recherchent qu'exclusivement avoir la satisfaction de leurs besoins. D'autres vont dire non, plusieurs vont y croire, mais à un moment donné, avec le pouvoir que leur donne le groupe, que leur donne l'adoration des membres, ça peut donner lieu à un dérapage. Par exemple, la personne qui devient à un poste de leadership, mais après avoir grandi dans le groupe, ben elle peut croire vraiment à la philosophie du groupe. Donc, on peut pas avoir une seule réponse pour ça. Je dirais qu'il y a une panoplie de raisons. Madame Pelland, en terminant, il y a quelque chose qui me choque. Moi, en France, il y a une loi qui a été adoptée il y a quelques années. Puis je trouve que c'est une loi très importante qu'on devrait adopter. On devrait s'en inspirer ici au Québec. C'est que ici, on dit que si tu es mineur et tu rentres dans une secte, tout ça, on peut te sortir de la secte parce que tu es mineur et tu es considéré comme une personne vulnérable. Alors que si tu es majeur, et par exemple, si j'ai un frère, moi, qui a 30 ans, qui traverse une mauvaise passe, qui est extrêmement vulnérable, qui est en dépression ou alors qui consomme des drogues et qui tombe dans une secte. Puis je vois, moi, qu'il est exploité dans cette secte-là, sexuellement, monétairement, tout ça. Je peux rien faire pour le sortir de là parce qu'on va dire c'est un adulte majeur et responsable et c'est son choix. En France, il y a une loi qui punit les gens qui ont exploité la vulnérabilité de certaines personnes, même si elles sont majeures. On devrait s'en inspirer de cette loi-là. Bien, pour l'instant, InfoSec, ce qu'on constate, c'est que les lois canadiennes nous permettent très bien de protéger les enfants puis les membres adultes. Oui. Notre problème, c'est pas tant la protection, c'est d'accéder à l'information. Quand le groupe est fermé, est isolé, c'est un peu plus difficile. Puis notre autre difficulté, c'est la formation des intervenants de l'État qui connaissent le phénomène sectaire, qui en soient conscients, qui repèrent les signes, puis qui soient capables d'utiliser la loi québécoise pour mieux protéger les membres sortants ou même les membres actuels de ces groupes-là qui vivent de la victimisation. Et les sectes, c'est large. Hein? Est-ce que la gang de QAnon, c'est une secte? Est-ce que les anti-vax qui sont ensemble, c'est une secte? Est-ce que les complotistes forment une secte? Les gens d'extrême gauche, les gens d'extrême droite qui sont enfermés dans une idéologie, là, puis qui pensent en silo, là, puis qui n'acceptent pas qu'on pense différemment d'eux, c'est une forme aussi d'organisation sectaire. Oui, mais moi, je tendrais à ne pas utiliser le terme avec eux parce que ça restreint notre rapprochement puis notre discussion, puis ça pourrait même éloigner notre intervention. Ce qu'il faut plutôt, c'est aider les gens à se poser des questions. Combien d'heures par semaine j'investis dans le groupe? Est-ce que j'ai le droit de prendre des décisions sur ma propre vie? Est-ce que, par exemple, je peux avoir une relation avec qui je veux? Oui. Mon argent, c'est qui la gère, le leader ou moi? Donc, c'est plus essayer de se poser, s'interroger. Ben, Thomas, et ces questions-là, j'imagine, on peut les trouver sur le site d'InfoSect. Madame Marie-André Pelland, présidente du conseil d'administration d'InfoSect et criminologue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.